Mario, Link, Samus Aran, tous ces héros n'ont pas bâti leur nom seulement sur la qualité. Bien sûr, la qualité ça aide, mais il y a autre chose. Il y a le charisme, il y a la touche personnelle, il y a le petit truc qui déclenche le coup de cœur. Le vrai héros, c'est celui qui arrive à se faire désirer, qui arrive à rendre son jeu important rien que par sa présence. Ce n'est pas celui qui va sauver le monde, c'est celui qui va le faire à sa manière et qui le fera tellement bien qu'on s'en souviendra. Les héros comme ça, il n'y en a pas tant que ça. La Super Nintendo a accueilli énormément de prétendants au titre de héros, mais seulement peu ont pu partir avec cette appellation honorifique. Beaucoup n'avaient même pas le quart des qualités requises. D'autres ont échoué très près du but. Quels sont les personnages qui n'ont pas pu décoller et qui l'auraient pourtant mérité? Quels sont ceux dont l'apparition a été aussi brève qu'embarrassante? Tour de table des personnages qui avaient un potentiel monstrueux, mais dont l'avenir a été gâché à cause de fautes de goût, d'erreurs commerciales, ou malheureusement à cause de l'absence d'un public pour les porter. Nous écarterons d'emblée de cette sélection les personnages comme la fourmi mutante de B.O.B. Ce jeu est un ratage qui a vainement tenté d'imiter quelques hits de la console. S'attarder dessus serait plutôt gênant. Écartons également les héros comme Tintin qui appartiennent au monde de la BD mais en aucun cas à celui des jeux vidéo et concentrons-nous sur le vif du sujet. Gros plantage vidéoludique, Aero the Acrobats a pourtant eu droit à une suite, intitulée pour le coup Aero the Acrobats 2. Franchement, qui aurait envie d'incarner une chauve-souris coincée dans un cirque? Avec une jouabilité catastrophique et un gameplay entre deux chaises, le jeu n'offrait rien de palpitant. Les graphismes étaient communs, la bande-son horripilante et le niveau bonus à peine emprunté sur Pilot Wings. Presque insultant. Mais pourtant, Aero the Acrobats a dû rentrer dans ses frais puisque la suite a vu le jour. Celle-là ne fera pas long feu. Comme quoi n'importe quel personnage ne peut pas réussir à donner de la consistance à un jeu vidéo. Il faut tout de même un environnement accrocheur et une réalisation à la hauteur du challenge. On jette. Peut-être l'un des meilleurs jeux de la console. Jim, le ver de terre, offrait des graphismes hallucinants, une bande-son funky au possible, des niveaux originaux et des tas d'idées comme le très stressant niveau dans le sous-marin, ou la possibilité de se servir de sa tête comme d'un fouet ou d'un hélicoptère. Le jeu mérite une vidéo pour lui tout seul, ça va de soi. Mais comment d'un si bon jeu on a pu faire une suite si peu inspirée et une conversion 3D si loupée? Peut-être que le syndrome de la poule aux œufs d'or y est pour quelque chose. Devant le succès du premier jeu, des êtres mal intentionnés se sont dit que de balancer dans la foulée des suites et des imitations serait un bon moyen d'empocher un maximum de blé avant que le joueur n'arrive à saturation. C'est ce qui est arrivé. Le premier jeu prenait le délire visuel, la variété des situations et l'aberration totale. Pouvoir faire reprendre la mayonnaise après un tel festival n'était pas évident. Tant pis, Earthworm Jim restera un excellent jeu qui aura donné naissance à une suite avariée et à un épisode en 3D complètement oublié. Quand un personnage arrive déjà sur le devant de la scène au meilleur de sa forme, s'il avance encore un peu, il tombe. Ça va de soi. Il aura fallu attendre l'arrivée des consoles next-gen pour enfin avoir un jeu correct inspiré de l'univers de Matt Groening. La famille Simpson a pourtant eu droit à énormément de jeux sur les premières consoles de Nintendo et autant de bides. L'une des premières tentatives sur Super Nintendo restera comme l'un des jeux les plus difficiles de la console et aussi l'un des plus horripilants. C'est le cauchemar de Bart, mais c'est aussi celui du joueur. Avec un réel respect du sujet, le jeu est pourtant bâclé au niveau de la jouabilité. On ne comprend pas trop ce qui arrive tout au long des sortes de mini-jeux dont la cartouche est composée. Une seule chose reste sûre, la réalisation a été travaillée pour allécher le joueur. Il est vrai qu'à l'œil, le jeu est agréable. De plus, la famille Simpson est quand même un outil marketing qui attire. Cependant, en oubliant que le gameplay avait également son mot à dire, les développeurs se sont mangés une grosse pelle. Le joueur qui arrive à finir le jeu mérite une médaille. Celui qui comprend ce qu'il faut faire durant certaines épreuves en mérite une deuxième. Konami a vraiment fait de très belles choses sur Super Nintendo. On ne compte plus les shoot 'em up, les beat 'em all ou même les jeux d'aventure. C'était un réel plaisir de voir un groupe sortir autant de bons produits sur sa console. Sparkster fait partie des personnages qui n'auront pas su trouver leur public. Petit marsupial lourdement cuirassé, Sparkster part s'emberlificoter dans un scénario banal au possible. Il affronte des tas d'ennemis dans des niveaux magnifiques bourrés de trouvailles graphiques. Sur le plan de l'action, le jeu met la barre très haut. Ça plonge de tous les côtés. Les niveaux allient castagne et recherche et on les enchaîne sur un rythme très soutenu malgré une difficulté au dosage confus. Sparkster a tout de la mascotte. Ok, le personnage lorgne un peu sur Sonic avec son air suffisant, mais il a tout pour réussir. Tout, sauf le public. Il aura droit à 3 jeux en 2 ans, dont 2 sur la Mega Drive de Sega. Son succès se tiendra à cette période et jamais ne franchira le seuil des 32 bits.
Même Bubsy a eu droit à un essai sur PlayStation. La loose. En 1993, les Tiny Toons font encore rage. Alors que certains dessins animés bien passés de date, comme Dragon Ball Z, continuent à être adaptés sur pratiquement toutes les consoles, d'autres ne perdurent pas. Buster Bunny est la version en culotte courte de Bugs Bunny. Produite par Steven Spielberg, les aventures des Tiny Toons prônent la parodie et le non-sens à tous les étages. Le jeu est très réussi, tant au niveau de l'esthétique que du fun. On galère un peu avec les commandes au début, mais sitôt qu'on a le personnage en main, tout va bien, et on le fait courir de partout. Même traitement de faveur que pour Bart. L'univers est soigné, l'adaptation est fidèle. Mais là où Bart a été le héros d'une foultitude de jeux ratés, Buster n'en a eu qu'un, mais réussi. Pas de suite. On a eu plus tard une compilation de mini-jeux censés se jouer à 4 mais pas suffisamment réussis pour justifier une continuité. Alors que les Tortues Ninja, et également de Konami, ont eu droit à des versions GameCube, Buster, lui, n'a pas pu dépasser le monde des 16 bits. Pas assez populaire ou pas assez intemporel, le lapin n'est plus au menu du jour. C'est dommage car c'était sympa. Des personnages pourris, il y en a eu. Il y a même eu des héros qui se sont tués tout seuls comme Megaman. On a aussi eu des icônes télévisuelles qui se sont plantées comme rarement. Hommage à Wayne Campbell, le héros du film Wayne's World qui marqua une génération et qui se gaufra de tout son long dans un jeu vidéo absolument infect. Pour devenir un héros dans un jeu vidéo, il faut donc l'envergure du héros, une réalisation soignée mais aussi de quoi harmoniser les deux. Et il faut surtout apporter quelque chose que les concurrents n'auront pas, sans pour autant sombrer dans l'accumulation et la saturation. Pas évident. Les jeux vidéo, c'est un peu la loi de la jungle avec une option continue. Mais parfois la seconde chance n'est pas utilisée comme elle le devrait, et tant pis pour les joueurs.